Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 12, Immunologie de la transplantation, à la section B, Rejet de greffe. Dans cette section, nous parcourrons les mécanismes de rejet de greffe de la phase de sensibilisation à la phase effectrice du rejet, puis aborderons les manifestations cliniques de rejet de greffe. Le rejet d'une greffe est principalement provoqué par une réponse immunitaire cellulaire dirigée contre des allo-antigènes, donc des antigènes du non-soi. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, les allo-antigènes les plus importants dans le rejet d'une greffe sont les MHC ou HLA chez les humains. Dans le contexte d'une greffe, la reconnaissance d'allo-antigènes par les lymphocytes T provoque une activation exceptionnellement puissante de ceux-ci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, plusieurs clones de lymphocytes peuvent reconnaître le même allo-antigène MHC. De plus, un même greffon exprime plusieurs MHC qui peuvent chacun être reconnus. En conclusion, entre 0,1 et 1% de tous les lymphocytes d'un organisme peuvent s'activer en présence d'une allogreffe, alors que seuls entre 0,0001% et 0,001% des lymphocytes s'activent en présence d'un antigène étranger normal. C'est donc une réaction globalement 1000 fois plus importante. Mécanistiquement, le rejet de greffe peut être divisé en deux phases. En premier, on observe une phase de sensibilisation où les lymphocytes reconnaissent les allo-antigènes, s'activent et prolifèrent en conséquence. Puis vient la phase effectrice où le greffon est détruit par le système immunitaire. Durant la phase de sensibilisation, les lymphocytes T du receveur peuvent reconnaître les MHC du donneur via deux mécanismes distincts. En premier, les lymphocytes T alloréactifs, c'est-à-dire spécifiques contre le complexe MHC allo-antigène du donneur, reconnaissent ces complexes à la surface des cellules présentatrices d'antigènes du donneur. Dans ce cas, les lymphocytes T activés peuvent directement détruire les cellules du greffon. C'est ce qu'on appelle l'alloreconnaissance directe. À l'opposé, on trouve l'alloreconnaissance indirecte qui nécessite plusieurs étapes. En effet, lors de la greffe, certaines cellules contenues dans le greffon vont mourir. Elles vont alors former des corps apoptotiques qui seront phagocytés par les cellules présentatrices d'antigènes du receveur, comme par exemple les cellules dendritiques. Une fois le corps apoptotique phagocyté, la cellule va alors présenter l'antigène qui sera reconnu par un lymphocyte T du receveur, qui peut s'activer. Il est important de comprendre que via le mécanisme d'alloreconnaissance indirecte, les lymphocytes T activés ne peuvent pas attaquer les cellules du greffon directement. En effet, ces lymphocytes sont dirigés spécifiquement contre les allo-antigènes du donneur, exprimés par le MHC du receveur. Ils ne peuvent donc pas reconnaître les cellules du greffon, qui ont les allo-antigènes présentés par le MHC du donneur, et donc ne peuvent pas tuer directement les cellules du donneur. Cependant, les mécanismes d'alloreconnaissance indirecte peuvent engendrer un état inflammatoire qui, comme son nom l'indique, attaquera indirectement les cellules du greffon, expliquant sa présence dans le rejet de greffe, notamment dans les rejets chroniques. Malgré l'identification de ces deux mécanismes de sensibilisation, les contributions relatives des alloreconnaissances directes et indirectes ne sont pas encore complètement comprises et sont le sujet de nombreuses recherches. Il n'est pas très clair non plus comment la costimulation intervient sur les cellules présentatrices d'antigènes. Dans ce contexte, l'hypothèse actuelle prépondérante serait que la sensibilisation directe soit plus importante durant la phase aiguë du rejet de greffe et que l'indirecte soit plus importante dans les phases tardives du rejet. Il est également possible que le processus soit déclenché par la nécrose de cellules du greffon, due à une phase ischémique initiale durant la transplantation. Une fois les lymphocytes T activés durant la phase de sensibilisation, on rentre dans la phase effectrice où il existe plusieurs mécanismes pour détruire les cellules visées. En premier lieu, on trouve la réponse inflammatoire induite par l'action combinée de lymphocytes T CD4 et des cytokines. Dans ce mécanisme, les lymphocytes CD4 interagissent avec les cellules présentatrices d'antigènes via la présentation de l'allo-antigène, ce qui pousse les cellules présentatrices d'antigènes à sécréter des cytokines qui rejoindront la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, ces cytokines induiront l'extravasation de cellules inflammatoires qui provoqueront des lésions tissulaires. Le deuxième mécanisme décrit est plus direct, il implique une cytotoxicité directe des lymphocytes T CD8. Dans ce contexte, les lymphocytes T CD8 reconnaissent les complexes allo-antigènes MHC à la surface des cellules du greffon. Cette interaction provoque l'activation des lymphocytes T CD8 qui détruiront alors directement les cellules visées. Le dernier mécanisme,
la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps implique des anticorps IgG dirigés contre les allo-antigènes du greffon. En cas de présence d'anticorps dirigés contre ces allo-antigènes, ils permettront la fixation de cellules inflammatoires, comme ici des neutrophiles ou des macrophages, via un récepteur Fc. Cette fixation induit la libération d'enzymes et de ROS qui attaqueront les cellules visées. Outre les neutrophiles et macrophages, d'autres cellules possèdent cette capacité destructrice, comme les cellules natural killers ou les éosinophiles, avec chacune des mécanismes qui leur sont propres. Finalement, il est important de remarquer qu'aucun de ces processus ne nécessite l'activation du système du complément pour être effectué. Ces mécanismes ne sont donc pas ou peu impliqués dans les rejets hyperaigus et aigus que nous traiterons dans la suite de ce cours. En prenant en compte les mécanismes impliqués dans les phases de sensibilisation et les phases effectrices, on peut résumer le rejet d'une greffe ainsi. Dans le premier cas de figure, on retrouve une cellule présentatrice d'antigène du donneur d'organes, ici une cellule dendritique, qui exprime le MHC du donneur couplé à un antigène du donneur. Une fois l'organe greffé dans le corps du receveur, cette cellule dendritique sera drainée par un vaisseau lymphatique en direction du nœud lymphatique du receveur le plus proche. Arrivée dans le nœud lymphatique, cette cellule sera alors reconnue par les lymphocytes T CD8 alloréactifs comme n'appartenant pas au receveur. Activés, ces lymphocytes vont alors proliférer et rejoindre la circulation sanguine. Puis finalement rejoindre l'organe greffé où elles détruiront les cellules du greffon par cytotoxicité directe. L'autre cas de figure implique les cellules dendritiques du receveur ayant migré jusqu'au greffon. Ces cellules dendritiques vont phagocyter et présenter des antigènes du donneur qui correspondent à des allo-antigènes via leur MHC de type 2 qui est rapporté par la voie de présentation exogène. Comme précédemment, ces cellules dendritiques vont alors être drainées dans un vaisseau lymphatique en direction d'un nœud lymphatique. Une fois arrivées dans le nœud lymphatique, elles vont présenter l'allo-antigène à des lymphocytes T CD4 alloréactifs via leur MHC de type 2. Ceci induira l'activation et la prolifération des lymphocytes. Comme précédemment, les lymphocytes T CD4 activés vont sortir du nœud et partir dans la circulation. Une fois dans le greffon, ces lymphocytes T CD4, qui ont été activés par des cellules dendritiques du receveur, ne peuvent pas directement reconnaître les allo-antigènes à la surface des cellules du donneur. Ce mécanisme n'implique donc pas une cytotoxicité directe. Cependant, ces lymphocytes T CD4 peuvent reconnaître des allo-antigènes à la surface de cellules présentatrices d'antigènes du receveur, présentes dans le tissu greffé. Dans ce cas, le lymphocyte sécrétera alors des cytokines pro-inflammatoires qui induiront, in fine, une destruction du tissu greffé. Après avoir abordé en détail les mécanismes moléculaires du rejet de greffe, je vais maintenant vous expliquer quelles sont les conséquences cliniques d'un tel rejet. Au niveau clinique, on observe 3 types différents de rejet de greffe, chacun avec une dynamique temporelle et des mécanismes appliqués différents. Le premier type de rejet est le rejet dit hyperaigu, qui survient moins de 24 heures après la greffe. On trouve ensuite le rejet aigu, qui survient quelques jours, voire quelques semaines après la greffe. Et finalement, on décrit le rejet chronique comme un rejet de greffe survenant des mois, voire des années après la transplantation. Le rejet hyperaigu survient si le receveur a développé des anticorps dirigés contre les allo-antigènes du donneur avant la greffe. Dans ce cas, ces anticorps s'ancrent aux allo-antigènes du greffon. Cet ancrage induit alors l'activation du système du complément et l'infiltration de cellules neutrophiles qui provoquent une réaction inflammatoire causant la destruction des parois endothéliales, la formation de caillots sanguins et in fine l'ischémie, c'est-à-dire l'absence de flux sanguin suffisant et donc un manque d'oxygène, et la nécrose du greffon. Pour juger le risque que le receveur fasse un rejet hyperaigu, on peut évaluer plusieurs facteurs de risque. Tout d'abord, il est essentiel que le donneur et le receveur partagent le même groupe sanguin, sans quoi les anticorps spécifiques dirigés contre les antigènes des groupes sanguins ABO provoqueront une réaction immunitaire. Ces mécanismes seront abordés avec plus de détails dans la section C de ce cours.
Les personnes ayant été préalablement transfusées dans leur vie ont aussi plus de chances d'avoir développé des anticorps dirigés contre des cellules d'un autre individu, de par le contact sanguin imposé par la transfusion. Suivant la même logique, les femmes ayant déjà accouché au moins une fois dans leur vie sont à risque d'avoir mélangé leur sang à celui de leur bébé durant l'accouchement et risquent d'avoir développé des anticorps contre ceux-ci. Finalement, le rejet de greffe dépendant des lymphocytes T et du système immunitaire adaptatif, toute personne ayant déjà été transplantée au moins une fois dans sa vie est à risque d'avoir développé des mécanismes de mémoire contre les greffons, par le biais des anticorps. Heureusement, il existe un moyen simple d'évaluer le risque de rejet hyperaigu avant de transplanter. En effet, on peut évaluer la présence d'anticorps préexistants chez le receveur, dirigés contre les cellules du donneur, en mélangeant in vitro du sérum du receveur, qui contient les anticorps sanguins, des lymphocytes du donneur et un colorant. Si le sérum du receveur contient des anticorps dirigés contre le donneur, les anticorps vont s'ancrer aux lymphocytes du donneur et provoquer la lyse de leurs parois cellulaires, permettant au colorant d'entrer dans la cellule. Dans ce cas, la cellule prendra la couleur du colorant et le test sera positif, et donc la greffe impossible. Si au contraire il n'y a pas de réaction, le lymphocyte du donneur gardera son intégrité, ne permettant pas au colorant d'y pénétrer. Le test sera alors négatif et la greffe possible. Le rejet aigu diffère du rejet hyperaigu, premièrement car il intervient plus tard, quelques jours ou semaines après la transplantation, et car il ne nécessite pas la présence d'anticorps préexistants. Dans le rejet aigu, c'est la présence de lymphocytes T CD4 et CD8, alloréactifs, donc dirigés contre les cellules du greffon, qui initie le mécanisme de rejet. Après une phase de sensibilisation, les lymphocytes T induisent l'inflammation et la destruction du greffon. Une fois la réaction immunitaire initiée, elle peut également mener à la création d'anticorps alloréactifs circulant dans le réseau sanguin. Ceux-ci peuvent alors activer le système du complément, qui provoquera une inflammation des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, aussi appelées endothélites, diminuant ainsi le flux sanguin vers l'organe greffé et accélérant ainsi le rejet de greffe. Finalement, le rejet chronique survient beaucoup plus tard, des mois voire des années après la transplantation. Dans le rejet chronique, des lymphocytes T CD4 alloréactifs collaborent avec les cellules présentatrices d'antigènes et provoquent une inflammation chronique. L'agression continue, due à l'inflammation chronique, pousse alors les cellules des vaisseaux sanguins à proliférer, ce qui engendre une diminution du diamètre des vaisseaux, allant jusqu'à leur obstruction totale. Si suffisamment de vaisseaux sont atteints, le greffon recevra progressivement de moins en moins de sang et finira par mourir, provoquant le rejet de la greffe. De nos jours, nous maîtrisons bien les aspects liés au rejet hyperaigu et aigu, notamment via les tests d'histocompatibilité et l'utilisation d'immunosuppresseurs que je détaillerai dans la section C de ce cours. Le rejet chronique est malheureusement moins maîtrisé et est en train de devenir la cause la plus fréquente de perte de greffons. Nous voilà arrivés à la fin de la section B du cours sur la transplantation. Durant cette présentation, je vous ai expliqué les différentes phases du rejet de greffe. Mécanistiquement, on observe une première phase de sensibilisation où les lymphocytes T, principaux effecteurs du rejet de greffe, sont activés, soit directement par des allo-antigènes présentés à la surface des cellules dendritiques du donneur, c'est ce qu'on appelle l'alloreconnaissance directe, soit de façon indirecte via des allo-antigènes présentés par les cellules présentatrices du receveur. Une fois activés, les lymphocytes T prolifèrent et entrent dans la phase effectrice où ils détruisent les cellules du greffon de façon directe pour les lymphocytes T CD8 ou en induisant un état inflammatoire pour les lymphocytes T CD4. Cliniquement, il existe 3 formes de rejet de greffe qui se différencient par leur cinétique et leur mécanisme. Le rejet hyperaigu, tout d'abord, survient dans les 24 heures qui suivent la greffe et implique la présence d'anticorps alloréactifs préexistants. Le rejet aigu, quant à lui, est initié par la présence de lymphocytes T alloréactifs et survient quelques jours ou semaines après la transplantation. Finalement, le rejet chronique, qui survient plusieurs mois ou années après la greffe et qui devient progressivement la cause la plus fréquente de rejet de greffe, implique la coopération entre des lymphocytes T et les cellules présentatrices d'antigènes qui poussent à l'inflammation chronique.